voilà dans, allez disons-le, la capitale de la gastronomie. Nous sommes à Lyon, au bord du Rhône. Pour remonter un peu le fil du temps, quand les Romains se sont installés ici, au début de notre ère, ils ont senti la position stratégique entre massif alpin et massif central, entre finalement l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et puis surtout au confluent de cours d'eau, le Rhône et la Saône. Ils ont installé ce qui est devenu très vite la capitale des Gaules, et qui avait d'ailleurs aussi le monopole du commerce des vins. C'est le début de la prospérité de Lyon. Vient ensuite la Renaissance, avec notamment François Rabelais, qui était médecin ici à l'Hôtel-Dieu et qui s'est inspiré de la bonne santé et des jolies histoires des Lyonnais pour écrire son Pantagruel, rien que ça. Enfin, ce fut le cas de Marie de Médicis, qui épousa Henri IV ici et qui fit venir dans son sillage les commerçants italiens qui devaient développer le commerce des épices. Et elle apporta aussi les glaces, l'artichaut très populaire ici, le cardon notamment. Bref, l'histoire de Lyon est très riche et on va parler évidemment de la gastronomie lyonnaise, c'est-à-dire les bouchons, les recettes de tradition, évidemment les mères lyonnaises. C'est vrai que quand on regarde une carte, Lyon est au milieu de 1000 terroirs qui produisent les meilleurs produits. Alors évidemment, il y a le Charolais au nord, il y a la Bresse avec les fameuses volailles de Bresse, la Dombes et ses 1000 étangs où on pêche tous les poissons de lac, notamment la carpe qui est très populaire ici. Mais évidemment le Brochet pour faire les quenelles. Un peu plus loin, on a dans le Bugey les bons vins, on a le Bleu de Gex, le délicieux fromage. Un peu plus au sud, on a le Dauphiné avec les noix, avec le Saint-Marcellin. Un peu plus à l'ouest, on trouve les monts du Lyonnais, capitale de la charcuterie, où les conditions climatiques permettent l'affinage des saucissons à leur meilleur. Et quand on remonte, le Beaujolais, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une terre de vin. Bref, voilà, Lyon est entouré de terroirs qui sont propices au développement de la meilleure gastronomie. Ça, c'est la théorie. Mais le plus important, finalement, en gastronomie, c'est la pratique. Et on commence tout de suite par une visite des Halles de Lyon. J'espère revoir ma mère et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour en stylo gris. Lyon, presqu'île. Au début du XXe siècle, il y avait 16 marchés à Lyon. Et comme quoi parfois le temps fait bien les choses en gastronomie, aujourd'hui il y en a 40, dont la fine fleur, peut-être on pourrait dire, de la gastronomie ici à Lyon, ce sont les Halles Paul Bocuse. Alors ouvrez vos papilles, ouvrez vos mirettes, tout est beau, tout est bon. Il y a probablement les meilleurs produits du monde ici. Et là, on va rencontrer la papesse de la charcuterie lyonnaise, Colette Sibilla, 62 ans de métier. C'est vous dire si vraiment, en matière de bonne chair, c'est un personnage incontournable. Et alors, où est-ce que c'est? À droite ou à gauche? Je sais pas. De toute façon, j'ai envie d'aller partout, j'ai envie de tout acheter. Depuis 2006, les Halles portent le nom de Paul Bocuse, Monsieur Paul comme on l'appelle à Lyon. C'est en effet ici qu'autrefois le grand cuisinier lyonnais faisait son marché. On y retrouve toujours certains de ses fournisseurs, dont justement Colette Sibilla. Bonjour Colette. Bonjour Julie. Bonjour, vous êtes déjà au travail. Bonjour, ravie de vous voir. Bonjour. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. Lyon, sans vous, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager un voyage sans passer au moins par votre boutique. Vous me faites faire un petit tour pour me montrer qu'est-ce qui est incontournable ici? Je peux venir avec vous? Faites le tour, oui. Le saucisson brioché, ça c'est très bon. Saucisson à cuire, celui-là est pistaché. Ce que vous appelez saucisson, c'est une saucisse fraîche en fait. Et ça c'est un cervelas pistaché. D'accord, c'est beau, hein. J'ai un petit secret pour qu'il n'y ait pas le trou. Vous voyez comme il est bien collé. J'enlève la peau pendant qu'il est chaud. Et après je le laisse refroidir. Et avec un pinceau, je mets un peu de jaune d'œuf. Et je saupoudre un peu de farine pour que ça fasse la colle. Et quand on le met dans la brioche, vous voyez, ça adhère. Il sort du four là maintenant. Ah, il y a la pistache qui se fait la malle. Et ça se mange avec une salade. Hein. Pas faire de sauce, c'est assez riche. Il n'y a pas besoin de faire de sauce. C'est bon, c'est délicieux. Mais ce n'est que le début de la dégustation, puisque c'est la charcuterie sous toutes ses formes que Colette me fait découvrir. Ça, c'est mon saucisson préféré.
Il est fait qu'avec du jambon. Ouais, attendez, je vais mettre ça. C'est une recette à l'ancienne. Ça, c'est pas un boyau synthétique, vous voyez, c'est un chaudin de porc, c'est un vrai boyau, ça. Alors, il est très maigre. il est maigre, C'est donc fait ça- qu'avec du jambon. Vous les coupez assez épaisses, les tranches de saucisson. Bon, on m'a Moi, toujours j'aime dit bien. qu'il fallait les couper fines, je me cassais la tête à Parce les que couper quand fines. il est très sec, il est très salé. Et là, il est D'accord. moelleux. Et là, il est moelleux, donc... Quand il du est très coup, sec, le sel ressort, il faut le couper très très fin pour moins sentir le sel. c'est probablement l'endroit au monde où il y a le plus de choix en matière de charcuterie, non? Je pense, oui. Vous êtes né ici, à Lyon? Non, je suis née à Limoges. Ah bon? Je suis du Limousin, du pays de la porcelaine. Ça se voit d'ailleurs, regarde mon Oh, teint. un temps de porcelaine. Mais alors, qu'est-ce Et qui mon vous père a amené mon ici? père était marchand de bestiaux, il vendait les porcs à mon beau-père. Et comme ça, la vocation est La venue. vocation, oui. J'étais tombée dedans quand j'étais toute petite. Et alors, est-ce que vous trouvez que les Lyonnais ont toujours ce goût pour la bonne chair, pour la charcuterie en particulier? Ils ont toujours un palais, une curiosité? Les Lyonnais aiment bien les mâchons du matin. Oui, c'est Très sûr. important. Et Alors, on le travaillait mâchon, beaucoup. c'est quoi? Dans les anciennes halles, on avait ça, les soyeux qui travaillaient très très tôt. Ils s'arrêtaient vers les 8-9 heures. Au lieu de prendre un petit déjeuner croissant et Ils se prenaient un petit ils se saucisson. prenaient avec un petit coup de rouge. Ouais. Ah, carrément, c'était le vrai Ah oui, casse-croûte. c'était le casse-croûte, Des les ouvriers, casse-croûtes du quoi. matin. Mais les soyeux, c'était ceux qui tissaient la soie, c'est ça? Oui, qui descendaient des pentes de la Croix-Rousse et venaient donc dans le centre de Lyon, qui étaient les cordeliers, où nous étions. On D'accord. travaillait beaucoup avec les soyeux à l'époque. Et nous alors? Parce que bon, C'est on bien, va pas bah, dire que vous êtes levé tôt, moi un petit peu moins, mais quand même. C'est Donc, bien. on pourrait peut-être On se faire un peut- petit on peut aller mâchon. faire mâchonner, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, Vous ouais, connaissez ouais, un endroit ah parce oui. que ça c'est C'est toujours une vraie pareil. mère lyonnaise. Ah bah ça me fait plaisir. Alors Colette Micheline, Micheline Colette, c'est ma petite voiture que j'ai appelée Micheline. Et en plus tu t'es habillée couleur Micheline. Ah ouais, ça je c'est suis toujours- sympa. Allez, ça roule. Et on a de quoi casser la croûte nous. Hop là. Sing your songs and dance your dance and gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. En route pour l'un des nombreux bouchons lyonnais pour aller mâchonner. En chemin, Colette en profite pour m'expliquer l'étymologie de ces anciens relais de diligence. À leur arrivée, les chevaux des calèches étaient débarrassés de leur sueur à l'aide d'un bouchon de paille, donnant ainsi leur nom à ces auberges. Café du Pain. Café du pain. Un bon bouchon lyonnais. C'est un vrai bouchon. Un vrai bouchon. Et c'est tenu par des amis? Une mère lyonnaise. Ah bon? Une mère lyonnaise, mais Véritable mère lyonnaise. une fille de mère lyonnaise alors j'imagine. Petite fille, Petite déjà. fille de mère lyonnaise. Allez viens, accroche-toi, on va Allez, traverser. on y va, on va traverser. Merci, merci. Ah oui, dis donc, mâchon lyonnais de Voilà, 8 à 10 heures. voilà, tous les Ah, ça c'est matins. vraiment une tradition alors. Il y a le happy hour et là c'est le machon lyonnais. Mâchon lyonnais. Chacun son truc. Hop, vas-y, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la maison. Fils Maxime. Ah bah on travaille en famille. Comment ça Bonjour va? Jacob. Comment ça va? Bien. Colette n'a pas choisi le bouchon de Florence par hasard. De forts liens les unissent depuis toujours. Bonjour, vous êtes Florence. Florence. Elle a tenu aussi à faire venir l'une de ses grandes amies, Jacotte. Allez, je me glisse avec vous. Ah, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mais moi aussi, Parce je que suis vous ravie. êtes, comme Colette, vous êtes une partie de la mythologie réelle quand même de Ah, la mère lyonnaise. lyonnaise. Sa grand-mère, c'était une grande mère lyonnaise. La mère Brasier. La mère Brasier. Absolument. Je suis la petite fille de la mère Brasier. Alors la mère Brasier avait inventé cette fameuse poularde demi-deuil avec les truffes glissées sous la peau, c'est ça? Alors, c'est pas elle qui l'a inventé, elle a travaillé chez la mère Fillou, qui D'accord. était une des premières mères lyonnaises, et elle a un peu pompé la recette. Mais on lui attribue quand même. Absolument, Elle on l'a lui attribue. popularisée. Et Et surtout, c'est c'était la surtout. première femme à avoir eu 3 étoiles, c'est ça? Au guide Absolument. Michelin. En 1933, et même 2 fois 3 étoiles, parce qu'elle avait 2 Donc elle avait restaurants. 6 étoiles. Merci. Merci. D'habitude, on dit que c'est le monsieur, le mari en cuisine et la femme en salle, Moi, monsieur chez Paul. nous, hein. Non, mais chez monsieur Paul, ça se passe Ah comme bah ça bien quand sûr, même. chez Monsieur Paul, Ah ça bah se passe oui, comme Sauf ça. qu'il y a plusieurs femmes, mais- Il a c'est pris monsieur de Paul. chez Brasier. Non, mais Il alors est- justement, qu'est-ce qu'ils font les mecs quand ça se passe pas comme Il a ça? Quand les travaillé femmes chez sont en Madame cuisine, Brasier. ils sont en En salle? salle, très C'est souvent. vrai? Très Ah souvent. oui? Votre papa, il était en salle? Mon papa, il s'est au bout. Oui. Oui, on peut Dans considérer qu'il Des était fois, un il peu nous en faisait de la salle parce pâtisserie, qu'il quand même. faisait un Comme peu votre de fils aujourd'hui, pâtisserie, quoi. Voilà. Mais ouais, il faisait beaucoup le relationnel. Ah ouais. Il participait aux courses aussi. Et alors- chacun avait un peu son rôle. Est-ce que le fait que quand même la cuisine de bistrot de bouchon soit monopolisée par les femmes ici, ça fait une différence? Est-ce qu'elles ont, par exemple, une capacité à entretenir peut-être davantage les recettes, pas vouloir les modifier, les réinventer? Parce que j'ai l'impression oui, que je pense c'est que presque moi, des je- conservatoires, ces Nous ne bouchons. sommes pas des créateurs. Nous Non, ça, maintenons la ça, c'est rare. tradition. Nous sommes les gardiens de Du cuisine temple. traditionnelle.
Les cuisiniers, et souvent les hommes, c'est vrai, veulent toujours apporter une touche personnelle. Et parfois, on se dit, bah, quand c'est leur bon... ego, Mais oui, non, mais voilà, c'est peut-être une des réponses, la cuisine de femme, c'est peut-être ça aussi. C'est pas forcément chercher à s'inscrire dans l'histoire du plat, simplement le faire bien. Dans une démarche de faire plaisir, on est peut-être plus généreuse aussi. Dites donc, c'est une cuisine qui a du goût, hein. Je dois vous dire, moi, je suis pas très abat. Quand on m'a dit gras double, je me suis dit, oh là là, ça va pas me plaire. C'est vachement bon. C'est très bon. J'ai du mal à croire qu'il est 10h du matin. Ah, et on remange à midi Ah après. bon, on remange à midi, bien C'est vrai? Midi, ça c'est le cache-croûte. Mais vous avez une santé, les Lyonnais. C'est pour toi, Julie. Ah, c'est ça. Ah, jamais. Petite exception pour ces carnets lyonnais, ce moment de partage avec Colette, Jacotte et Florence m'a donné l'idée d'organiser notre grand repas de fin de voyage dans un bouchon. Elles m'ont d'ailleurs en chœur recommandé l'un d'eux, chez Daniel et Denise. Mais nous verrons cela plus tard. Naviguait en pépénard sous la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. On va quitter la gastronomie l'espace d'un instant, mais c'est pour rester dans la tradition lyonnaise, puisque l'on va parler soie. Lyon a toujours été, en tout cas depuis le XVIe siècle, un des hauts lieux du travail de la soie. Et les ouvriers qui travaillaient la soie s'appelaient des canuts. On passe d'ailleurs de la soie à la gastronomie assez facilement lorsque l'on évoque une des spécialités lyonnaises, la cervelle de canut, mais ça on y reviendra plus tard. Moi je voudrais vous emmener dans l'une des toutes dernières manufactures lyonnaises. C'est une entreprise qui a près de 300 ans et elle est située, comme le veut la tradition, du côté de la Croix-Rousse, sur les collines de la Croix-Rousse où étaient installés les canuts autrefois. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Vers 1870, pas moins de 185 000 canuts dans la région s'activaient à transformer la soie en délicates étoffes. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5 à tout casser. La maison Prel fait figure d'exception en France. C'est Guillaume Verzier, 5e génération, qui est à la tête de la manufacture, labellisée Entreprise du patrimoine vivant. La tradition est perpétuée à l'aide des métiers à bras, mais flirte aussi avec la technologie. Notre activité consiste à faire des étoffes d'ameublement, donc tout ce qui est couverture de murs, de sièges pour faire des rideaux, et s'adresse à des décorateurs privés qui travaillent peu partout dans le monde. Et puis on travaille aussi un petit peu pour le patrimoine public, et vous pourrez trouver certaines de nos étoffes à Versailles, au Palais Garnier à Paris. Bien qu'équipées de métiers mécaniques, certaines étoffes nécessitent forcément la main de l'homme. Même si les temps de production sont extrêmement longs, seulement 15 à 60 cm tissés par jour. Sébastien, l'un des derniers à travailler la soie à Lyon, a fait ses preuves dans la maison Prel après 6 années d'études dans le tissage, et cela en tant que tisseur et non pas en tant que canut. Il tient à marquer la différence. Le canut, en fait, c'était le tisseur, mais qui travaillait chez lui, dans son appartement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve les appartements avec des plafonds très hauts sur la Croix-Rousse, parce qu'il fallait rentrer les machines à l'intérieur des appartements. Nous, on est des tisseurs, du coup, qui travaillons en usine. C'est plutôt tisseur à bras. Le métier à bras, c'est l'outil qui va nous permettre de faire des tissus qu'on n'a jamais pu faire à la machine. Ce tissu-là, je le fais pour Versailles. Je travaille surtout à partir d'une archive, d'un tissu. Après, l'ordre des couleurs, on l'a. Et on va le conserver tout au long du tissage. Heureusement, le travail ne se fait pas complètement à l'aveugle. Ces métiers fonctionnent sur le principe de la mécanique, dite jacquard. La mécanique jacquard, c'est tout simplement un outil qui va lire des cartons perforés et qui vient nous sélectionner des fils pour créer le dessin. Dès que je marche, ça va me sélectionner les fils en fonction du carton perforé. Ça me sélectionne que quelques fils. Et là, je vais passer mes fils en fonction du dessin, en fait. Je passe mes trames et je réalise le motif, tout simplement. Et parce que cela serait trop simple, j'utilise mon miroir pour regarder mon dessin.
sur l'envers pour voir si j'ai bien passé mes couleurs aux bons endroits. Là, tout est bon. Un savoir-faire qui, nous l'espérons, perdurera dans les décennies à venir. Et on va continuer sur notre lancée en gourmandise et on va s'offrir pour terminer la journée un parmentier de queue de bœuf. Ça devrait pas être mauvais. Cuisiné par Marie-Christine qui habite ici dans le centre de Lyon, le 6e arrondissement. Et Marie-Christine est la reine du parmentier, elle tient la recette de sa famille, elle est lyonnaise pure souche. Alors c'est vrai que certains pourraient me dire, mais la cuisine lyonnaise, c'est le tablier de sapeur, c'est le saucisson pistaché, c'est les cuisses de grenouille, ça peut être évidemment les quenelles. C'est vrai, mais ces plats, ce sont des plats de bistrot, de bouchon comme on dit ici. Et nous, dans l'émission, on s'attache surtout à vous proposer une cuisine familiale, dont le fameux parmentier de queue de bœuf. Bonjour Marie-Christine. Bienvenue à Lyon. Merci de m'accueillir. Eh ben, moi, Où est-ce que je peux mettre ça? Je mets ça dans la cuisine? Non, attendez, on va le... Oui, ou Oh sur le non, fauteuil, allez. là, voilà, très bien. Et hop là. Donc là, on va cuisiner un parmentier, mais un parmentier avec de la queue de bœuf, c'est ça? Tout à fait, donc de la queue de bœuf qui est tronçonnée. Là, il y a une queue? Il y a une queue là. Donc là, c'est à bonne qualité parce que d'abord, elle est très bien préparée. Vous voyez, il y a un joli petit Elle est paquet. ficelée comme un rôti, quoi. Très mignon. Et on voit qu'il y a beaucoup de viande. C'était des morceaux qui n'étaient pas chers du tout. Les Lyonnais n'étaient pas pingres, mais ils étaient économes. C'était les morceaux dont les bourgeois, les nobles ne voulaient pas, donc du coup, Voilà, c'était c'était les canuts, les Voilà, gens qui travaillaient, les ouvriers. leurs mains, les ouvriers. De plus, ils allaient travailler, ils laissaient ça sur le coin du feu. Il y avait le poêle qui chauffait à la maison. Et donc, ça restait pendant 3 Et heures. c'était encore meilleur d'ailleurs. Voilà. Nous débutons par la confection d'un bouillon. Et pour cela, ajoutons dans une eau chaude un oignon. Toujours 7 clous de girofle, ça c'est un classe. Je sais pas, on une a tradition. toujours mis ça. Toujours mis ça J'adore comme les ça dans ma traditions famille. culinaires parce qu'on sait pas Parfois, il y a pourquoi, des mais gens, on ils en le fait. mettent 3, mais moi, on en a toujours mis 7. Ah non, mais voilà. attendez, 3, ça porte malheur, vous plaisantez. Ah bon? Si on met pas 7 clous de girofle, mais c'est connu dans le monde entier. Un bouquet garni, une branche de céleri, des carottes et un poireau. Grande question, puisque c'est la question pour le pot-au-feu, j'imagine que c'est la question aussi pour le parmentier. Oui. Est-ce qu'on met à cuire la viande dans un bouillon chaud ou dans un bouillon froid? Le bouillon froid, c'est quand on veut avoir un bon bouillon pour faire la gratinée. Parce que la viande La lâche viande ses se sucres, lâche, ses arômes. voilà. D'accord. Le bouillon, quand on met dans le bouillon chaud, la viande se resserre et la viande est plus goûteuse. Donc finalement, vous avez choisi quel camp? À chaud ou à Ah, froid? moi, je mets toujours à chaud. Alors du Voilà. coup, on peut mettre la viande. Voilà, vous pouvez Mais mettre vous la n'avez pas viande. mis de sel, c'est normal. Ah non, il n'y a pas de sel pour le moment. Non, ça D'accord. cuit comme Ok. ça. Ça cuit comme ça. Voilà. Alors, à partir de là, donc, on attend 3 heures. Pour réaliser un parmentier de queue de bœuf comme Marie-Christine pour environ 4 personnes, nous devons nous procurer une queue de bœuf d'environ 1,2 kg, un oignon piqué de 7 clous de girofle, 2 carottes, un blanc de poireau, une branche de céleri, un bouquet garni et une gousse d'ail, des légumes que nous aurons pris la peine de sortir du bouillon à mi-cuisson. Et pour la purée maison, bien sûr, 1 kg de pommes de terre type Agatha, 2 cuillerées à soupe de crème, un os à moelle, de la muscade et de la chapelure. Et alors là, maintenant, le travail le plus délicat commence, c'est ça? Voilà. On va Alors, effilocher. petit couteau bien aiguisé. Nous gardons la chair et la gélatine de la queue de bœuf que nous effilochons. Bon, là, je crois qu'on est bon. Il ne lui reste plus que les os sur les os. Nous salons et poivrons notre viande, puis la recouvrons de la purée de pommes de terre préparée à l'avance par Marie-Christine, avec un os à moelle pour plus de moelleux. Ça, j'imagine que tu mets ça au four. Alors, je vais d'abord mettre un petit peu de chapelure. Quelques noisettes de beurre pour couronner le parmentier, et on passe le tout brièvement sous le grill du four, avant notre petite dégustation. On se fait ça comme ça dans la cuisine? Bah ouais, c'est plus Oui, sympa. comme un petit manchon, là. T'as Allez. quand même mis des jolies assiettes. Ça doit être bien brûlant. Très très bon. Bon appétit, Julie. Merci, toi aussi. Ta purée, elle est extraordinaire. Avec la moelle, là, qu'est-ce que c'est bon parce La que... moelle et le bouillon. Mais oui, voilà, très souvent, la purée, c'est quand même très lourd parce qu'on y met que de la matière grasse, que ce soit du lait, de la crème ou du beurre, alors que là, tu as dilué avec le bouillon. Et du coup, c'est léger. C'est parfumé et léger à la fois. Et la viande,
C'est étonnant parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fondu, beaucoup plus effiloché. Il y a vraiment de la mâche, ça donne de la structure au plat et c'est agréable au contraire d'avoir de la matière. Super bon. Allez, la dernière. Tout ça, c'est super, mais je voudrais que tu m'en fasses un. Parce que je voudrais vraiment que tu viennes, d'abord toi, mais aussi avec ton parmentier, au repas que je vais organiser à la fin de mon voyage, avec tous les gens que j'aurai rencontrés ici à Lyon. Si tu es prête à te relancer dans une cuisson, certes assez longue, de parmentier, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, eh ben, avec plaisir. On se retrouvera autour de toutes les spécialités lyonnaises, ce qui va me changer beaucoup. Bah, j'imagine. Et on commence la journée au vert. Nous sommes dans le parc de la Tête d'Or et figurez-vous que c'est le parc le plus important situé au cœur d'une ville, parc urbain de France, 117 hectares au nord-ouest de Lyon. Alors c'est un parc au cœur duquel il y a un jardin botanique et aussi un parc zoologique avec 400 animaux, près de 60 espèces, dont d'ailleurs des espèces sauvages, exotiques. Et nous avons rendez-vous avec Guillaume qui est vétérinaire, qui est aussi le directeur adjoint du parc. Un parc qui, par ailleurs, je vous le signale, est entièrement gratuit et libre d'accès. Alors Guillaume nous a donné rendez-vous dans la fosse au lion. Pourquoi? Mais parce que c'est tout un symbole. C'est l'animal qui a donné son nom à la ville. On peut déconner. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et on m'avait dit la plaine africaine, mais c'est pas le climat du tout. Hein. Ah, du tout là. On s'embrasse, allez. Là, nous sommes en face de l'enclos des lions d'Asie. Mais alors, l'enclos des lions, c'est plutôt l'enclos des crocodiles parce qu'ils vivent pas dans l'eau, les lions. Non, ça c'est juste une petite ruse zoologique pour éviter que les animaux s'approchent trop du public. Ah, d'accord. Donc les lions vivent sur la rive en face. Tout à fait, oui. La femelle juste en face, bien cachée au chaud, Ah, et le mais mâle. j'avais pas vu. Ah, elle est magnifique. Ce sont des lions d'Asie qui sont habitués à des climats beaucoup plus chauds. Aujourd'hui, on en a la preuve, hein, il fait pas très très chaud. C'est pas gênant pour eux ou est-ce qu'ils sont nés ici? Alors, ces animaux sont nés en captivité en Europe. La femelle est même née à Helsinki, donc le froid, elle connaît. Et le mâle est né à Zurich. Donc, le froid pour eux, c'est... voilà. Alors, racontez-moi justement, ces animaux, comment sont-ils arrivés ici? C'est quoi l'histoire de ce zoo? Alors, le zoo, c'est le deuxième zoo le plus ancien en France, après la ménagerie du Jardin des Plantes. Il a été... À Paris? À Paris, tout à fait. Il a été conçu en 1858, dès l'ouverture du parc de la Tête d'Or. Au début, on avait des espèces dites utiles, donc les vaches, cochons, veaux. Très vite, la population s'est un peu lassée, donc les animaux sauvages ont commencé à arriver. Je te propose, si tu en as envie, d'aller préparer un petit repas pour un animal assez exceptionnel, à savoir les girafes. Ah oui, un repas de girafes. Ça, c'est une bonne idée. Ah, c'est chouette ça. Ça, c'est une première pour moi. Hein. Le jardin zoologique, qui s'étend sur près de 8 hectares, compte 450 animaux sous la surveillance de 22 personnes, dont 15 soigneurs animaliers. Pas de repos, ici on travaille 365 jours par an pour veiller sur les pensionnaires. Je te présente Marie, qui est soigneuse au zoo. Bonjour Marie. Donc vous êtes soigneuse et aussi, on peut se tutoyer, tu es soigneuse, mais tu es aussi cuisinière donc d'animaux divers. J'adore préparer les petits plats des animaux. Alors c'est très mystérieux pour moi, la nourriture de chaque espèce. Ils ont tous des rations alimentaires en fait, vraiment calculées pour l'espèce et pour les individus. Par exemple, la pulpe des betteraves, les bananes, les pommes, les granulés, ok d'accord, luzerne, carottes, oignons, bah, c'est sympa finalement un petit pot-au-feu. Pour le moment, c'est leur petit déjeuner que nous allons préparer, le barbotin ou barbotine pour les experts, un mélange de flocons d'avoine, de farine d'orge et d'eau chaude. Si vous comptez inviter un panda à dîner, sachez que hommes et femmes consomment des bananes le matin avec des granulés, que le porc épic
ne doit pas manger d'aliments trop gras, comme la banane par exemple. La tortue, de la viande rouge, mais le mercredi seulement. Il y a poisson le vendredi pour nous, et le mercredi pour la tortue, c'est la viande rouge. C'est quand même extraordinaire. Allez, assez discuté. Nous sommes attendus par la famille girafe. Mais est-ce qu'elles sortent de temps en temps, ces girafes, Tout de à leur fait. cage? Parce que sinon, ça paraît un peu Ce serait un peu quand même, triste, hein. oui, en effet. Non, là, c'est parce qu'il fait beaucoup trop froid. En dessous de 12 degrés, on laisse les girafes en intérieur. Sinon, elles ont accès à un enclos de 3 hectares. Alors, les ailes bouillies d'avoine. Par l'odeur alléchée. C'est ça. Donc finalement, votre vocation, c'est pas seulement de présenter au public, avide évidemment d'exotisme, c'est aussi de conserver les espèces. Tout à fait. On a 4 missions essentielles, à savoir bien sûr la sensibilisation du public. On a la conservation, le bien-être, parce que ces animaux, ils sont là, il faut qu'on les gère, et de la meilleure façon qu'ils soient. Et également la recherche scientifique. Parce que toutes les infos qu'on pourra glaner, voilà, ça servira pour leur conservation également. Bien sûr. Bon bah merci à vous deux. De rien. Je reviens demain pour les panthères. Ah bah volontiers. Eh chiche, j'adorerais. Du moment que je ne suis pas la nourriture pour les panthères moi-même, tout va bien. Merci Marie, merci. Bon travail et puis bravo surtout pour ce que vous faites. À bientôt. À bientôt. On va rester dans le vert, bien qu'on ne cuisine que le blanc, puisqu'on va parler d'une particularité gastronomique de Lyon. C'est un légume qu'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs, en dehors de la région Rhône-Alpes, qui s'appelle le cardon. Alors ceux qui connaissent adorent probablement parce que c'est délicieux, mais c'est assez peu répandu, d'abord parce que la culture est très locale, et puis il faut bien dire aussi que c'est très difficile à préparer, à peler, c'est assez fastidieux. Traditionnellement, on le cultivait dans la région de Vaux-en-Velin, et puis avec l'urbanisation galopante aux alentours de Lyon, Vaux-en-Velin est devenu une banlieue de Lyon, et les cultures maraîchères ont été repoussées un peu plus au nord. Nous nous rendons à Cailloux-sur-Fontaine pour rencontrer la famille Digonnet, producteur de cardon de père en fils depuis 4 générations. Ici, on travaille en famille et en agriculture raisonnée. C'est Jean-Claude qui a transmis à ses garçons son savoir-faire. L'exploitation est en polyculture, rhubarbe, blettes et mâches, et pendant 5 mois, le cardon, au mode de production si spécifique. Alors là, on est en plein dans la période du cardon. C'est l'hiver lyonnais. Et donc là, on est en train de sortir les cardons du silo. Les cardons blanchis, à l'obscurité. Et on récupère un cardon blanc, spécifique de la région lyonnaise. C'est les côtes blanches qui vont pousser au centre du cardon qui vont être consommées. Jean-Claude le papa a connu quant à lui plusieurs méthodes pour garantir la blancheur du légume et le protéger des rayons du soleil à l'aide de pailles tressées. L'origine de ces paillons, c'était des ballots de soie que les soyeux lyonnais recevaient du Japon et qu'ils utilisaient donc pour fabriquer leur tissu. Ils nous fournissaient, ils nous donnaient donc les ballots. Et alors cette paille tressée était très intéressante pour engainer ou empailler les cardons. En somme, plusieurs corps de métier au service du goût. C'est ensuite dans le hangar que les cardons sont nettoyés avant d'être conditionnés. Sur l'exploitation, on produit environ une trentaine de tonnes par an. Nous, nos cardons ils sont destinés au marché de gros. Donc après, on peut les retrouver sur les marchés lyonnais, les marchés haut-savoyards, les marchés suisses. J'ai, quant à moi, déjà rejoint Marie-Christine, la maman de la famille, bien au chaud dans la cuisine. Il faut être minutieux pour l'épluchage du cardon. Il ne faut surtout pas laisser de trous de fil parce qu'après, dans la bouche, on les sent. Le cardon, il faut qu'il soit moelleux. En fait, c'est une plante qui est de la famille des chardons, comme son nom l'indique. Exactement. Donc comme l'artichaut, finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? On casse? On commence par couper d'abord ce qu'on appelle le pied. Voilà. Qu'on va bien garder, parce que ça, c'est très très bon. Quand on va le couper, on va les couper en fines tranches. D'accord. Voilà, c'est le pied comme le corps du cardon, c'est pareil. Ça fait penser un peu à la tige de bambou. Voilà, exactement. Alors, on le fera peut-être après. Je sais pas quel goût. Cru, ça se mange ou pas? Non. Bon, bah je te Ça dis. mange Pas mauvais, hein, cela dit. Alors, dis-moi.
Normalement, vous voyez, celle-là, elle est un peu verte. Pour la moitié. Et la partie qui est verte, celle-là, je ne vais pas la prendre. Alors, une fois qu'on a coupé nos tiges, on prend son petit couteau. Nos cardes. Et on les pluche. On les file légèrement sur le côté, tu vois. Faut retirer les fils qui pourraient être désagréables sous la dent. Exactement. Alors après, on prend à moitié comme ça, vous voyez là? Ouais. On fait comme ça, et hop. D'accord. Et on continue. Ah, ce sont les morceaux qui seront comestibles, ceux-là. Et voilà. D'accord. Et on fait comme ça. Enfin, voilà. Et ensuite, on retire les fils. Exactement. Voilà, bah là, on est Donc bon. les cardons dans l'eau citronnée pour qu'ils restent bien blancs. D'accord, sinon ça s'oxyde. Voilà, exactement. Alors, soit on peut mettre de l'eau citronnée, soit on peut mettre de l'eau avec du vinaigre blanc. Pas besoin de laisser davantage tremper nos cardons. Ils peuvent être directement égouttés et mis à cuire dans l'eau froide avec une pincée de sel durant 35 à 40 minutes. Nous allons prendre nos 2 os à moelle, nous allons les mettre dans l'eau. Donc là, elle est chaude, mais elle n'est pas bouillante, c'est pas grave. C'est pas grave, puisqu'elle va chauffer un peu de temps, là. Ok. Quand la moelle va être cuite, on va passer au roux. Bon, on peut peut-être le démarrer maintenant. Oui. Faut avoir quand même un bataillon de 8-10 casseroles pour pouvoir faire la recette. Oui. Le roux, ça, vous n'avez pas changé la tradition, beurre et farine. Même quantité, temps pour temps 2 cuillères à soupe de farine bien bombée. Ouais. Hein, et 30, 40, 50 grammes de beurre, ça dépend si on est gourmand, si on n'est pas gourmand. Je vois le truc. Enfin, après, il faut le faire chez soi, quoi. Voilà. Allez, on va dire 35 grammes. Soyons fous. Voilà. On met quoi, la farine quand il commence à devenir mousseux? Oui, voilà, exactement. Je ne suis pas sûre que la cuisine soit tout à fait à ma tête. Julie, faites attention à votre tête. C'est sûr. En même temps, c'est pas forcément fait pour passer la tête. Alors là, on est pas mal. On mouille avec l'eau où est cuit les os à moelle. Exactement. Ah oui, c'est pas avec du lait, c'est pas une béchamel. Ah, c'est pas une béchamel. Non. Oula. Oh là, attention. Ouais, ça plaisante pas là. Attention, La béchamel lyonnaise, non mais. On ajoute du bouillon de cuisson des os à moelle petit à petit afin d'obtenir la bonne consistance. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui aiment le roux bien épais et ceux qui aiment le roux plus liquide. Ah ben on n'est pas aidés. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Dis-moi, parce que je trouve qu'il est bien. Il est bien. Bon, il est bien. Voilà, il est vraiment. En fait, c'est une sorte de velouté que tu Exactement. fais. Voilà. Ça, hein. Là, il est très bien. D'accord. On laisse ça de côté. Oui. Tu veux qu'on égoutte peut-être les. Alors, on va égoutter les cardons. En avant. Là, on ne garde pas l'eau de cuisson. On ne garde pas du tout l'eau de cuisson. Non. De toute façon, c'était trop tard. Comme toute bonne cuisinière qui se respecte, on va quand même goûter. Oui, alors sauf que là, si on a loupé la cuisson, on est embêté. C'est bon? Un délice. Tiens, j'ai goûté aussi alors. C'est chaud. Ah, c'est chaud. On sent bien le fondant. Oui. Ça me rappelle un petit peu le goût des salsifis. Un petit peu. Tu vois, un petit peu, presque un peu poivré. C'est très bon, ça a beaucoup de goût. On les verse dans le plat? On va verser les cardons dans le plat. D'accord. Allez. Avant de mettre le roux, il faut qu'on sorte les os à moelle. Ah oui, dis donc, t'as raison, c'est vrai. Alors, dans la petite assiette. Voilà. Et voilà. On va prendre un petit couteau et on va faire le tour de la moelle, là. Hop. Je la démoule? C'est pas bien grave qu'elle soit pas tout à fait cuite, parce que ma maman disait qu'elle les mettait crus sur ses gratins de cardon. Ah bon? Et qu'elle la faisait cuire au four. Hop, c'est bon. Voilà. Hop, je le mets comme ça? Alors, normalement, on fait des petits tronçons. Je les mets comme ça? On les étale sur le... Voilà, un petit peu de partout. On va mettre un tout petit peu de râpé. On recouvre alors de fromage râpé qui ne doit pas être trop affiné pour ne pas cacher le goût, de préférence de l'emmental, puis nous ajoutons notre velouté. Et ce qui m'étonne, tu vois, c'est que tu mettes le fromage avant de mettre le velouté. Mais finalement, ça évite peut-être au fromage de brûler? Exact, oui, un petit peu, voilà. Et au four pendant 25 minutes à 180 degrés, chaleur tournante pour que ça gratine. Pour réaliser un gratin de cardon à la moelle comme Marie-Christine, nous devons nous procurer un pied de cardon d'environ 1,5 kg, frais ou en bocal, mais aussi 2 os à moelle, pour le velouter 40 g de beurre, 2 cuillerées à soupe de farine, 50 centilitres de bouillon de moelle, et enfin 2 poignées de fromage râpé, du sel et du poivre. Et c'est en famille, avec les jumeaux, que nous passons à table. Elles sont jolies ces assiettes. Ce sont les assiettes de l'arrière-grand-mère
de Jean-Claude. Et dis donc, vous êtes précautionneux dans la famille, hein? Ouais, elles ont été gardées jusqu'à présent. Ah bah heureusement que je suis pas venue trop souvent déjeuner chez vous, parce que sinon je les aurais toutes cassées, moi. Eh ben alors, bon appétit. Bon appétit. Merci surtout de m'accueillir. Ah, c'est délicieux. Il y a quand même un goût. Ils sont fondants. Ils sont fondants, ils sont bons? Ouais. On les a pas loupés? Non. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Parce que c'est vrai que pour le coup, en dehors de la région, on ne les trouve pas sur les marchés, les cardons. Peut-être un peu en conserve, mais il faut connaître. Il y a un goût quand même assez prononcé d'artichaut. Ouais. Non, on est d'accord? Exactement. Et habituellement, vous le servez en entrée, en accompagnement? Accompagnement de viande. La grande majorité des gens, quand ils le consomment qu'une fois dans l'année, ils le consomment pour les fêtes de fin d'année. Ouais. En général, c'est le réveillon, Noël ou pour le jour de l'an. C'est souvent accompagné soit d'une volaille, d'un gibier. Mais c'est vrai qu'avec une volaille, c'est vraiment bon, quoi. Et regardez, je suis la première à avoir fini mon assiette. Bon, alors, je sais que c'est très long à préparer, mais en même temps, vous avez la matière première à disposition, je dirais. Si tu pouvais nous préparer un autre gratin, parce qu'on va faire un banquet, tu sais, le traditionnel banquet qui clôture mon voyage. Et là, on va le faire au cœur de Lyon, à côté des Halles, chez Daniel et Denise. Un bouchon, évidemment, incontournable. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez, et si possible, que vous fassiez déguster aux autres personnes qui seront présentes un gratin de cardon. Volontiers. Pour combien de personnes? Combien de pieds de cardon? Non, je ne vais pas te donner trop de travail. Le même, c'est parfait. Bah, c'est gentil. En tout cas, moi, je termine la deuxième assiette. Dans l'espoir de cils, tes ailes fragiles. Au rang des icônes lyonnaises, il ne faudrait pas oublier la célèbre marionnette qui fait rire les enfants depuis plus d'un siècle, Guignol, et son incontournable compagnon Niafron. C'est une marionnette issue de la Commedia dell'arte italienne et nous avons rencontré le dernier à les fabriquer. Il est d'ailleurs meilleur ouvrier de France et non seulement il les fabrique, il les sculpte, mais il les anime aussi. T'es pas au courant qu'il y a la Julie Andrieux à Lyon? Comment? On attribue la naissance de Guignol à Laurent Mourguet en 1808, alors qu'il mettait sur pied ce pantin à son image, à savoir un artisan de la soie au chômage. Damien, que nous rejoignons, continue à faire vivre cette tradition dans son atelier théâtre. Il est le seul meilleur ouvrier de France dans sa profession, sculpteur et marionnettiste. Les marionnettes Guignol à Lyon ne sont fabriquées que dans du bois de tilleul. Je pars donc dans des morceaux où je vais sélectionner le veinage et à partir de ce morceau-là, je vais prendre des débits plus petits, commencer un traçage et dans ce traçage, après, je vais attaquer le volume. Quand on coupe la marionnette en deux, on voit ici à l'intérieur le perçage que j'ai fait pour le doigt et ça correspond à la forme du doigt pour assurer une bonne tenue de la marionnette sans blesser le doigt du manipulateur. Ici, tout est fait sur mesure. Après la sculpture, la couture, puis les éléments sont assemblés avant la touche finale, la peinture. Suivant la marionnette, il faut compter entre 15 jours, voire un mois, lorsque ceci concerne un portrait. Et on est ici, dans le Guignol du théâtre. Mais au fait, qui est vraiment Guignol ? Bonjour les gones, comment ça va tout le monde? Guignol, c'est un ouvrier au chômage et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir se faciliter la vie. Et finalement, il n'y a que des embûches. Oh là là, c'est vraiment pas chaud. Niafron! Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu savais, j'ai une de ces fins. Guignol a toujours su sensibiliser les gens sur ce qui se passe autour de lui. C'est une gazette. C'est quelqu'un qui vient rapporter les faits. C'est l'esprit de Lyon, l'esprit des Français aussi, quelque part, contestataire, mais toujours farceur et bon vivant. Une tradition qui touche aux valeurs mêmes de la ville. Il ne s'agit pas d'un simple divertissement pour les enfants, mais aussi d'un emblème pour cette capitale gastronomique. Le symbole des authentiques bouchons lyonnais à Lyon, c'est Niafron. Niafron, qui est le meilleur ami de Guignol, et le symbole du bon vivre, bien boire, bien manger. Moi, je suis qu'un tout petit bouchon, il faut faire attention, pas faire bobo au cœur, sinon ça sera l'horreur. Je suis qu'un tout petit bouchon, tout plein d'émotions, t'es pas d'accord, t'as tort, c'est tant pis, moi je mords. Je veux tout toi, tout. pour moi.
Et pour terminer notre voyage en terre de gourmandise en beauté, on se retrouve tous avec nos amis dans un bouchon lyonnais évidemment, recommandé par Colette, Daniel et Denise, qui est un bouchon qui existe depuis les années 60, une institution lyonnaise, et qui aujourd'hui est tenu par Joseph, qui va d'ailleurs nous réaliser un dessert typiquement lyonnais lui aussi. Alors c'est un dessert plutôt récent pour vous dire la vérité, mais c'est devenu vraiment un incontournable pâtissier, la tarte aux pralines. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour monsieur. Je cherche Joseph. Ah, ben le voilà. Bonjour Julie. Bonjour Joseph. Ça Oh va là là. Vous êtes en tenue. Il faut. Avec le col tricolore et tout. Ouais, et puis bienvenue chez nous. Bah, c'est bienvenue à gentil. Lyon. Joseph Viola est depuis 2004 aux commandes du Bouchon, l'année à laquelle lui a été également remis le titre de meilleur ouvrier de France. On dit d'ailleurs que la région lyonnaise est celle où l'on retrouve le plus de mofs dans cette discipline. Alors nous, on va cuisiner une recette, donc un dessert, qui est la tarte aux pralines roses. Alors ici, c'est vrai que les pralines roses, c'est incontournable. On en met dans les brioches, on en met dans les tartes, on en met... Ouais, on en met même dans les tartes tatin. D'accord, Oui. je m'installe. Alors, installe-toi. Tu me montres? Oui, allez, viens. Ouais. Ah, tu nous as installé un petit coin cuisine? Oui, j'ai Ah, c'est installé sympa ça. un petit coin cuisine. Nous débutons par la pâte sucrée, comme les chefs nomment cette pâte sablée adaptée à la pâtisserie. Un peu de farine, de sucre, généreusement accompagné de beurre. Là, il va falloir sabler. Oui. C'est tout simplement faire le mélange de la farine, du sucre et le beurre. Et tu vas voir à un moment donné, donc on aura des petites particules, des petits tas des petites billes. Tu la prends bien et tu glisses entre les doigts. Comme tu ça. vois. Ah, pas avec les pouces. Si tu fais avec les pouces, ce qui va se passer, c'est que tu vas chauffer d'une part ton beurre trop vite et il va pas pouvoir mélanger comme il faut ta farine. D'accord. Et tu vas voir. Donc entre les doigts, comme ça. Voilà, entre les doigts. Alors qu'est-ce que tu penses de Voilà, mon t'as sable? vu? Voilà, c'est pas mal. Allez, encore 10 secondes et c'est 10 bon. secondes. Allez hop. Et je vais incorporer. Travaille, ma grande. Voilà. Après, il y a des jaunes d'œufs? Ensuite, on met les jaunes d'œufs et Voilà. normalement, ta pâte est prête. Alors là, tu vas la travailler. Je l'amalgame, hein, Voilà, c'est tu ça. l'amalgames. J'ai toujours entendu dire que les pâtes, il fallait pas trop les travailler, c'est vrai? Oui, parce que sinon tu sors le gluten de la farine et du Exactement. coup elle devient élastique. Voilà. Et comme c'est pas du pain, c'est pas le but, c'est ça? C'est pas le but. On va se dire qu'on a fini. Voilà. Faut pas trop- Une bonne Je lui forme. donne une forme un peu ronde. Hein? Voilà. Il faut la laisser reposer pendant 2 heures. Donc, dans du papier film, au réfrigérateur. Comme bien souvent, nous n'attendrons pas autant. Joseph a tout prévu et rapporte une pâte qui a déjà reposé. Nous la fleurons afin de lui éviter de coller. Tu vas étaler et tu vas tourner ton disque d'un quart. D'accord. Donc comme ça. Tu tournes d'un quart. Ouais. Il faut essayer d'avoir le plus possible la forme ronde. Du disque, d'accord. Voilà. Mais c'est pas mal, dis donc. C'est sur une plaque recouverte de papier sulfurisé que nous disposons notre cercle avant d'y déposer la pâte. Je démarre du centre pour enlever l'excès d'air. Et ensuite, je viens rabattre ma pâte comme ceci contre les parois. Voilà, super. Le surplus de pâte est enlevé à l'aide d'une lame de couteau. Voilà, Je suis super. un peu nickel, mais après ça va mieux. Elle est piquée avec une fourchette pour que la cuisson soit plus rapide. Pour lui éviter de gonfler, nous la recouvrons d'un papier d'aluminium et d'un poids, en l'occurrence du riz, en prenant soin de bien replier les bords pour que la pâte puisse se colorer. J'ai entendu dire que cette recette avait été inventée, si on peut dire, par un chef célèbre dans la région, malheureusement mort un petit peu précocement, Oui, c'est vrai. qui était Alain Chapelle. Qui était Alain C'est Chapelle. ça, à Mionnay. Sa tarte était fabuleuse. Parce que c'est, C'était- en tout cas, ouais. la légende qu'on raconte, c'est que c'est la tarte aux pralines, c'était Mais- Alain Chapelle, qui a écrit un livre merveilleux, qui contient tout dans son titre. La cuisine, c'est plus que des recettes. Et c'est vrai que la preuve en est que la cuisine, c'est du sentiment, Oui. c'est des produits, Tout à c'est fait. des traditions. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah ben- On le met au four? Allez, viens. Allez, viens avec moi. Allez, Julie, Alors là, tu on vois rentre dans les coulisses. Voilà. Alors, on enfourne. Sec. Ah bon, Voilà. Et là, tu laisses donc cuire à 200 degrés? À 200 degrés et on va mettre la minuterie 20 minutes pour... Ah, c'est parti. Bah, pendant ce temps, on va faire le reste. Allez, on va préparer notre appareil. Donc ça, ce sont les fameuses pralines roses Voilà. du Dauphiné. Tu vois. Donc qu'est-ce que c'est une praline? C'est une amande qui est enrobée dans du sucre coloré. Pour la petite histoire, les pralines se sont invitées dans la cuisine lyonnaise, même si elles n'en sont pas originaires. Il s'agit en réalité d'une spécialité de Montargis, dans le Loiret, inventée au XVIIe siècle par le cuisinier du comte du Plessis-Praslin. On ajoute De la crème liquide, Ouais. nos pralines, Des pralines, d'accord, Hop. concassées. voilà.
Et ensuite, donc, on va remuer et on va laisser cuire, tu vois, ça devient rose tout de suite. Par contre, là, la cuisson, il faut à peu près une trentaine de minutes. Ah, quand même. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon carnet, je vais noter ça Allez, rapidement. vas-y. Pour réaliser une tarte aux pralines comme Joseph, sans faire le voyage jusqu'à Lyon, il vous faudra pour la pâte sucrée 250 g de farine, 125 g de beurre en morceaux, 60 g de sucre et 3 g de sel, et enfin 4 jaunes d'œufs. Et pour l'appareil, 60 centilitres de crème liquide et 300 g de pralines roses. Une fois cuit, on aura pris le temps de laisser refroidir le fond de pâte avant d'y ajouter l'appareil, pour lequel nous aurons filtré les amandes pour ne garder que la crème. Alors, tu vas t'arrêter, voilà, c'est bien comme ça. Très bien. Oh, dis donc, c'est rose, hein. Ça pète, hein. C'est bon, hein? Oui, c'est bon, c'est chaud. Voilà. C'est super bon. Tu vois, une fois qu'elle est comme ça, eh ben voilà, on va la laisser refroidir tranquillement. Alors moi, je conseille toujours de la laisser reposer telle qu'elle pendant 3-4 heures. 3 à 4 heures qui nous serviront à dresser une table de fête pour accueillir nos amis et déguster nos plats de résistance. Déjà, les premiers convives arrivent et c'est la famille de producteurs de Cardon, Jean-Claude, Marie-Christine et leur fils Damien qui ouvrent le bal. Rapidement talonnés par Marie-Christine, notre spécialiste du parmentier, puis Florence et Jacotte, nos mères lyonnaises. Allez, tout le monde s'installe. Et on est au restaurant, parce que vous avez beau appeler ça bouchon, ça reste un restaurant, un bistrot, mais on a vraiment l'impression d'être comme chez soi. Dans un bouchon, en fait, c'est ça. Bah oui, hier on était chez Florence et c'était la même atmosphère. Hein. C'était même très musical. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commencerait pas par une petite charcuterie? Saucisson brioché. Ah bah tiens. Et tu fais des belles tranches, hein, s'il te plaît. Attention Michel, sous nos yeux ébahis. Oh merci, pardon, c'est beau. Colette, vous avez copié les Américains, vous faites du hot dog. Voilà. C'est tout, vous rajoutez des pistaches et c'est du hot dog finalement. Alors, est-ce que tout le monde est servi? Bon bah on attaque alors, merci d'être là. Merci. Colette, c'est drôlement bon. Colette, pour moi, c'est la maman des chefs. Ah, d'accord. Ah, cardon, ah oui, place au cardon. Oh là là. Oh, merci les amis. Hein. Oh. Alors ça, pour moi, c'est une vraie découverte. C'est beaucoup de travail, le cardon. Hein. Pas seulement pour le cuisiner. C'est hein. du travail pour le cuisiner, c'est du travail pour le produire. Mais bon, c'est pour... à Lyon, c'est incontournable l'hiver. Eh oui, voilà, j'ai quoi, compris. mâcher, hein. Et Marie-Christine, ils sont excellents. Contre, alors, c'est délicieux. Oh là là. Il fonde dans la bouche. Hein. Alors, qu'en pense le chef? C'est très bon. C'est très vrai fondant. Oui. Un morceau de patrimoine grâce à Marie-Christine. Le parmentier de queue de bœuf. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est un plat qui est assez courant à Lyon ou est-ce que c'est plus un plat familial? Je pense que c'est un plat plus familial, mais c'est vrai qu'en règle générale, on met de la côte de bœuf dans le pot-au-feu et on la mange. la queue de bœuf dans le pot-au-feu. Si tu veux avoir un bon bouillon, un bon bouillon, on met de la queue de bœuf. Ça donne du goût, Paul c'est là, met de la oui, queue de bœuf. oui, oui. C'est vrai qu'à Lyon, on aime les abats, en règle générale. Oui, On n'y China, craint par pas. exemple. J'y crains pas, ça veut dire j'aime. J'y crains pas, ça veut dire j'aime. Oui, oui, ça c'est J'y bien. crains pas. Ah oui, alors moi, je parle lyonnais. Ah, tu parles lyonnais, mais moi j'adore. J'y barjafle. J'y quoi? J'y barjafle. J'y barjafle. Alors là, j'y Je barjafle. parle. Ah, tu barjafles, ça veut dire parler. Voilà, ah non. En fait, c'est une sorte d'argot, c'est pas du patois, c'est un argot. En fait, c'est un patrimoine linguistique. C'est Ouais. reconnu en tant que tel, c'est même enseigné. Ah bon? Moi, j'ai un diplôme de parler lyonnais. Mais alors, tu te sers de ce parler lyonnais pour alimenter tes spectacles de guignol, j'imagine. Les spectacles de Guignol et puis les spectacles de lyonnais, parce qu'il y a vraiment des spectacles lyonnais qu'on appelle les mères, comme la mère Cotivet. Qu'est-ce que c'est la mère Alors, Cotivet? ce sont des hommes qui se grimaient en femmes et qui clamaient des monologues sur la politique, sur des événements. Mais Parce comme ça que sur les places c'est- publiques. Voilà, ça s'est perdu. On Il y a un retrouve la retour. Commedia dell'arte là aussi. Ah mais hein. Guignol, ce n'est que ça. C'était drôlement Très bon. bon. C'est drôlement bon. D'ailleurs, il n'y en a plus. Hein. Ouais, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez là? Alors, cervelle du canut. Cervelle de canut, ça c'est la vraie spécialité lyonnaise aussi. Hein. C'est composé de quoi exactement? Fromage de vache. De vache et de chèvre. Ah bon? Mais par je contre, me il ne faut sers pas et je oublier passe. les ingrédients principaux, qui est donc bien sûr le vinaigre, les échalotes, une pointe d'ail, la ciboulette, le persil, quand même. l'huile d'olive. Et c'est battu tout ça. Ouais. Voilà, pour que ce soit moelleux. Pourquoi ça s'appelle la cervelle de canut? Parce que c'était mangé par les canuts? On donnait de la cervelle de canut aux employés parce que ça coûtait pas cher. Ah, c'était une sorte de substitut de cervelle, parce que la cervelle c'était chic, c'était bourgeois. Alors, les soyeux mangeaient de la cervelle d'agneau
Et les employés mangeaient Les canuts, donc. de la cervelle de canut. Ah, c'est ça. Oh, Ton notre œuvre. tartelette. Regarde. Oh, elle est belle. Hein. Tartelette, c'est même une grande tarte. Elle est belle, non? T'as vu comme elle est riante? Elle est magnifique, vraiment. Tu sais qu'on a bien travaillé quand même. Hein. C'est vrai que Lyon n'est pas un terroir de dessert. Définitivement, vous êtes plutôt bec salé. Oui. C'est pas Colette qui va me dire le contraire. Mais il y a quand même cette tradition autour de la praline, qui est assez récente, mais qui aujourd'hui, ça devient vraiment un emblème pâtissier. Vos assiettes, mesdames. Voilà, faut que ce soit crémeux comme ça. C'est bon? C'est bon. Hop là. Oui, c'est délicieux. Oh, c'est dingue parce que je m'attendais à quelque chose de très sucré et ça l'est pas tant que ça. Parce que la crème arrive quand même à contrebalancer le sucre. Mais surtout, tu as cette texture de fondue savoyarde qui est assez étonnante. On n'est pas loin de... On n'est pas loin des Alpes. Mais c'est fou. Imagine tous les clients qui sortent par J'espère qu'on vous a donné envie de visiter la capitale de la gastronomie, comme disait Kurnonski, de voir la vie en rose comme nos amis lyonnais. Voici, chez vous, dans votre région, de lutter contre l'uniformisation du goût et surtout de célébrer le partage, la transmission à travers les plaisirs de la table et nos bonnes spécialités. Salut, à la prochaine! Eh ben, on va voir. Que l'ours, et vous avez des ours. Tout à fait, oui. Sans blague. Des ours à lunettes. Des ours à lunettes. Tout à fait. Ah, c'est votre frère. Bonjour, bonjour monsieur. Top, 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 top. C'est bizarre ce top, non? Au rang des icônes lyonnaises, il ne faudrait pas oublier la célèbre marionnette. Comment il s'appelle déjà? Guignol, c'est ça.